Le brouillard matinal arrivait de la baie de Chesapeake. Il enveloppait les rues de Fells Point d'un voile gris. Les pavés brillaient d'humidité. Les vieilles maisons en briques se serraient les unes contre les autres pour se protéger du froid. Une petite silhouette émergea de la brume. Lily Brennan avait 7 ans. Mais ce matin-là, elle marchait avec le poids d'une personne bien plus âgée. Ses petites mains agrippaient le guidon d'un vélo violet. Elle le guidait le long du trottoir inégal. Les roues grinçaient à chaque rotation, un son rouillé et plaintif. Le vélo avait connu des jours meilleurs. La peinture était écaillée, les poignées en caoutchouc s'étaient décollées et la chaîne faisait un bruit de grincement. Mais sur le panier avant, un autocollant tenait bon. C'était une étoile à 5 branches. Ses bords étaient usés, mais son éclat argenté était préservé. Son père avait mis cet autocollant il y a 5 ans, avant que l'accident de voiture ne l'emporte. Maintenant, le vélo était tout ce qu'il restait de lui à Lily. Elle s'arrêta devant une boutique étroite. L'enseigne indiquait Antiquité Chêne en lettres dorées délavées. La vitrine était obscurcie par la poussière. Elle laissait entrevoir un fouillis de vieilles horloges et de bijoux ternis. Lily prit une profonde inspiration. « Maman a besoin de ses médicaments, murmura-t-elle. Je peux le faire. » Elle poussa la porte. Une petite cloche tinta et l'odeur de vieux bois et de poussière emplit ses narines. Derrière un comptoir en verre, Marcus Chen leva les yeux. Il était en train de polir une montre de poche. Il avait la quarantaine, avec des cheveux grisonnants et des lunettes à monture métallique. Ses mains se figèrent dans plein mouvement. Une enfant, seule, avec un vélo. « Je veux vendre ça, » dit Lily, la voix légèrement tremblante. Marcus posa la montre. Ses yeux parcoururent le vélo, la chaîne rouillée, la peinture écaillée. Puis son regard s'arrêta sur l'autocollant en forme d'étoile. Quelque chose traversa son visage, trop rapide pour être déchiffré. « Qui t'a donné ce vélo? »« Mon papa, mais il n'est plus là. » Marcus devint très calme. « Kevin Brennan. » Le nom remonta de sa mémoire comme un corps remontant des eaux sombres. L'homme qui était mort il y a 5 ans dans un accident de voiture. Un accident qui, Marcus le savait, n'en était pas un. « Combien vous me donnez? » demanda Lily. « 20 $. C'est le mieux que je puisse offrir pour quelque chose d'aussi vieux. » Le visage de Lily se décomposa. Elle sortit un papier froissé de sa poche, un reçu de pharmacie indiquant 487 $. « Pourriez-vous me donner plus? Ma mère est malade. J'ai besoin de plus de 20 $. Qu'est-ce qu'a votre mère? Elle est malade depuis des semaines. Les médecins lui ont donné des médicaments, mais on ne peut pas les payer. » La lèvre de Lily trembla. « Je ne veux pas qu'elle parte comme papa. » La boutique devint silencieuse, à l'exception du tic-tac des horloges. Marcus se tourna vers la fenêtre et se figea. De l'autre côté de la rue, une escalade noire était garée sur le trottoir. Il reconnut immédiatement la plaque d'immatriculation, la voiture de Declan O'Brien. Il y a 29 ans, Marcus avait aidé à organiser un enlèvement. Il ne savait pas que la cible était Sienna O'Brien, la sœur jumelle de Declan, âgée de 8 ans. Quand il a découvert la vérité, il était trop tard. Son corps était dans le port. 29 ans à regarder Declan devenir l'homme le plus craint de Baltimore. Il ne savait pas que son propre père avait ordonné la mort de Sienna. Maintenant, la fille de Kevin Brennan se tenait là avec le vélo de son père, tandis que Declan était assis à 50 pieds de là. La dette arrivait enfin à échéance. Marcus se retourna vers Lily. « Attends ici, dit-il doucement. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être aider. » À l'intérieur de l'escalade noire, Declan O'Brien était assis, immobile. Ses yeux fixaient les eaux grises du port de Baltimore. Il y a 29 ans, jour pour jour, on avait sorti le corps de Sienna de ses eaux. Sa sœur jumelle, âgée de 8 ans, partie pour toujours. Chaque année, à cette date, Declan venait ici. Il restait assis dans sa voiture pendant des heures, à regarder les vagues. Il se souvenait de son rire, de sa voix, de la façon dont elle lui tenait la main quand elle avait peur. Il ne parlait jamais. Il ne pleurait jamais. Il se souvenait, simplement. Tommy Rourke était assis au volant, les mains croisées sur ses genoux. Le jeune homme connaissait les règles. Ce jour-là, le patron ne travaillait pas, ne rencontrait personne, ne donnait pas d'ordre. Tommy était le garde du corps de Declan depuis 10 ans. Il comprenait que certaines blessures ne guérissent jamais. Le port était calme ce matin-là. Le brouillard s'accrochait à l'eau comme un linceul.
Le téléphone de Declan vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Marcus Chen, son pouce survola le bouton de refus. Marcus était utile, un intermédiaire qui reliait des puissances souterraines de Baltimore. Mais aujourd'hui n'était pas un jour pour les affaires. Puis Declan s'arrêta. En 20 ans, Marcus n'avait jamais appelé à cette date précise. L'homme savait qu'il ne fallait pas. Tout le monde le savait. Quelque chose n'allait pas. Declan répondit. Chen, il y a quelque chose que vous devez voir. La voix de Marcus était calme, mais elle cachait une certaine urgence. Venez à la boutique. Parle aujourd'hui. Aujourd'hui, insista Marcus. Faites-moi confiance. La ligne se coupa. Declan fixa le téléphone un long moment. Puis il regarda de nouveau le port, l'endroit où Sienna avait été retrouvée, flottant face contre l'eau parmi les débris. Conduis à Fells Point, dit-il tranquillement. Tommy ne posa pas de questions. Il démarra simplement le moteur. La cloche tinta lorsque Declan poussa la porte des antiquités Chen. Il vit d'abord Marcus, debout derrière le comptoir, avec une expression indéchiffrable. Puis ses yeux se déplacèrent vers le coin de la boutique. Une enfant était assise sur une chaise en bois, ses pieds se balançant au-dessus du sol. Des cheveux bruns en 2 tresses désordonnées, des yeux bleu pâle qui semblaient trop grands pour son visage mince. Declan retint sa respiration. Ses yeux, cette façon de pencher la tête, la manière dont ses petites mains reposaient sur ses genoux, comme Sienna. Pas identique, mais assez proche pour que sa poitrine se serre, comme si quelqu'un avait plongé la main à l'intérieur et lui avait serré le cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix sortit plus rauque que prévu. Elle est venue vendre quelque chose, dit Marcus. J'ai pensé que vous devriez la rencontrer. Declan s'approcha lentement, comme on approcherait un animal sauvage ou un fantôme. Comment t'appelles-tu? Ici, maman, tu demanda-t-il. La jeune fille leva les yeux vers lui sans crainte. Lily Brennan, non. Brennan, le nom tira quelque chose dans sa mémoire, mais il ne parvenait pas à le situer. Pourquoi vends-tu ton vélo? Pour acheter des médicaments pour ma maman. La voix de Lily vacilla légèrement. Elle est très malade. Le docteur a dit que sans les médicaments. Elle s'interrompit, sa lèvre inférieure tremblant. Je ne veux pas qu'elle parte comme papa. Les mots frappèrent Declan comme des balles. Je ne veux pas qu'elle parte comme papa. Il se souvint avoir dit quelque chose de similaire une fois. Il l'avait hurlé, en fait, aux hommes de son père quand il lui avait dit que Sienna était morte. Il les avait suppliés de la ramener, promettant n'importe quoi. « Où est le vélo? » s'entendit demander Declan. Marcus montra le coin. « Là-bas. » Declan se tourna. Un vélo violet était appuyé contre le mur, abîmé et usé. Ses yeux le balayèrent, la chaîne rouillée, la selle fissurée, la roue tordue. Puis, il vit l'autocollant sur le panier, une étoile à 5 branches. Le monde bascula. Quand Declan avait 7 ans, il avait gravé ce même symbole sur le poignet de Sienna avec un couteau de poche. Juste une égratignure, en réalité, assez pour laisser une minuscule cicatrice. Elle lui avait fait la même chose. C'était leur marque secrète, leur promesse qu'ils se retrouveraient toujours. Il baissa les yeux sur son propre poignet. La fine ligne blanche était toujours là, cachée sous la manche de son manteau. Non, c'était une coïncidence. Ça devait l'être. Mais quand il se tourna vers Marcus, les yeux du vieil homme disaient autre chose. Quelque chose qui ressemblait à « il n'y a pas de coïncidence ». Declan ne savait pas pourquoi il avait décidé de ramener la jeune fille chez elle. C'était peut-être l'autocollant en forme d'étoile. C'était peut-être ses yeux bleus pâles qui lui rappelaient trop Sienna. Ou peut-être que c'était quelque chose de plus profond, une attraction qu'il ne pouvait expliquer. « Tommy, Federal Hill », dit-il tranquillement. « La fille nous montrera où. » Lily était assise sur la banquette arrière, serrant son vélo violet contre sa poitrine comme un bouclier. Elle donnait des indications d'une petite voix, pointant à gauche ici, à droite là, jusqu'à ce que l'escalade s'arrête devant un immeuble d'appartements en ruine. Federal Hill avait autrefois été un quartier ouvrier. Maintenant, c'était un endroit où l'espoir venait mourir. Des graffitis couvraient les murs. Des fenêtres étaient barricadées. L'escalier de secours pendait à un angle dangereux. « 4e étage, dit Lily. La cage d'escalier sentait la moisissure et l'urine. Chaque marche grinçait sous le poids de Declan. La peinture s'écaillait des murs en longues bandes, révélant des décennies de couleurs différentes en dessous, comme des couches de vie oubliées.
Lily courut en avant, ses petits pieds rapides dans les escaliers. Maman, je suis à la maison. La porte de l'appartement n'était pas verrouillée. Declan entra et sentit immédiatement la maladie dans l'air. L'odeur de sueur, de médicaments et autre chose. Quelque chose qui n'allait pas. L'appartement était minuscule. Une seule pièce servait de cuisine, de salon et de chambre. Des factures médicales couvraient la petite table, empilée si haut qu'elle menaçait de tomber. Des flacons de pilules vides s'alignaient sur le rebord de la fenêtre, et sur le lit étroit gisait une femme. Grace Brennan avait 32 ans, mais la maladie l'avait terriblement vieillie. Sa peau était d'un vert pâle, tendue sur ses pommettes. Ses lèvres étaient gercées et saignaient. Des cernes sombres entouraient ses yeux enfoncés. Lily se précipita aux côtés de sa mère. « Maman, j'ai ramené de l'argent. J'ai vendu le vélo de papa. » Les yeux de Grace s'ouvrirent en papillonnant. Puis elle vit Declan debout dans l'embrasure de la porte. Elle se raidit. Ce n'était pas la peur d'une personne ordinaire voyant un étranger. C'était différent. C'était de la reconnaissance. C'était de la terreur. « Qui êtes-vous » murmura Grace, mais sa voix la trahit. Elle savait déjà. Declan s'approcha. Il avait vu ce regard une centaine de fois auparavant. Sur les visages d'hommes qui devaient de l'argent, de témoins qui en savaient trop, d'ennemis qui réalisaient qu'ils avaient été attrapés. Le regard de quelqu'un qui cache un secret. « Vous me connaissez, dit-il. » Ce n'était pas une question. Grace ferma les yeux. « S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma fille. »« Comment savez-vous qui je suis ?» Silence. Lily regardait sa mère, puis l'étranger, la confusion se lisant sur son jeune visage. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Declan sortit son téléphone et composa un numéro. « Doc, Federal Hill, j'ai besoin de toi ici maintenant. Urgence médicale. » 30 minutes plus tard, Doc Gallagher terminait son examen. Finn Gallagher avait 45 ans, une barbe grise, les mains stables d'un chirurgien et les yeux las d'un homme qui en avait trop vu. Il était le médecin privé du syndicat depuis 15 ans, la seule personne en qui Declan avait vraiment confiance. Doc attira Declan dans le couloir, loin des oreilles de Lily. « Ce n'est pas une maladie naturelle, dit-il à voix basse. Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle a été empoisonnée, au thallium, de petites doses sur plusieurs semaines. Le visage de Doc était sombre. Quelqu'un voulait qu'elle meure lentement pour que ça ressemble à une maladie. Declan sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. « Peux-tu la sauver? Peut-être, si je peux lui administrer un traitement approprié dans les 72 heures. » Declan retourna dans l'appartement. Grace était toujours allongée sur le lit, Lily lui tenant fermement la main. « Qui veut votre mort? » demanda Declan. Grace ouvrit les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues creuses. « J'en sais trop, » murmura-t-elle. « À propos de quoi? »« Vincent O'Brien. » Le nom tomba de ses lèvres comme une confession. « Votre père, avant de mourir, il m'a dit quelque chose. » Le sang de Declan se glaça. Vincent O'Brien était mort d'un cancer il y a 10 ans. Declan lui avait tenu la main à la fin, avait écouté ses derniers souffles, avait pleuré l'homme qui l'avait élevé. « Qu'est-ce qu'il vous a dit? » Grace regarda Lily, puis de nouveau Declan. Sa voix tomba à un murmure à peine audible. « Sienna, votre sœur n'a pas été tuée par les ravisseurs. » Le monde s'arrêta. « Vincent l'a ordonné, » continua Grace, les larmes coulant maintenant librement. « Votre père a tué sa propre fille. » Declan ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus respirer. 29 ans. 29 ans qu'il avait traqué les hommes responsables de la mort de Sienna. Il les avait torturés, tués, réduit leur monde en cendres, et le véritable meurtrier avait été son propre père. L'homme qu'il avait vénéré, l'homme qu'il avait pleuré, l'homme qui était mort dans ses bras en murmurant « Je t'aime, mon fils ». Cet homme avait tué Sienna. Les jambes de Declan flanchèrent. Il se rattrapa contre le mur, sa vision se brouillant. Dans le coin, Lily regardait avec des yeux effrayés, ne comprenant pas pourquoi le grand étranger semblait soudain s'y briser. Declan ne prononça pas un seul mot pendant le trajet. Tommy conduisit l'escalade à travers le comté de Baltimore, au-delà des limites de la ville, dans la périphérie boisée où le syndicat gardait ses secrets. La planque était une cabane cachée au fond de la forêt de Canton, un endroit où les témoins importants disparaissaient jusqu'à ce qu'on ait besoin d'eux. Sur la banquette arrière, Grace gisait inconsciente, sa tête reposant sur les genoux de Lily. La jeune fille ne pleurait pas.
Elle caressait simplement les cheveux de sa mère et chantait doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Ronde autour du rosier, une poche pleine de bouquets. La vieille comptine remplissait le silence de la voiture. Declan la reconnut. Sienna la chantait aussi, quand ils étaient enfants, quand le monde avait encore un sens. Ses mains agrippèrent l'accoudoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Vincent O'Brien, le fondateur, l'homme qui avait bâti le syndicat à partir de rien, l'homme que Declan avait vénéré, imité, pleuré, avait tué sa propre fille. Pourquoi? La question brûlait dans Declan comme de l'acide. Qu'est-ce qu'une fillette de 8 ans aurait bien pu faire pour mériter la mort? La cabane apparut à travers les arbres, une modeste structure en bois sans voisin à des kilomètres à la ronde. La voiture de Doc Gallagher était déjà garée à l'extérieur. À l'intérieur, Doc avait installé un poste médical de fortune. Des poches de perfusion pendaient à des crochets. Des moniteurs émettaient des bips doux. L'odeur d'antiseptique emplissait l'air. Elle a besoin de l'antidote immédiatement, dit Doc en travaillant rapidement. Mais le thallium a déjà endommagé son foie et ses reins. Si elle ne reçoit pas un traitement approprié dans les 72 heures, fais tout ce qui est nécessaire, Declan. Elle a besoin d'un vrai hôpital. L'équipement ici n'est pas... Les hôpitaux ne sont pas sûrs. La voix de Declan était plate. Quelqu'un l'empoisonne. Ils ont des gens partout, peut-être même à l'intérieur des hôpitaux. Doc hésita puis hocha la tête. Il comprenait. Dans leur monde, la confiance était un luxe que peu de gens pouvaient s'offrir. Pendant que Doc s'occupait de Grace, Lily était assise dans un coin de la pièce, serrant son vélo violet. Ses yeux suivaient Declan partout où il allait. Finalement, elle parla. « Êtes-vous une bonne personne ou une mauvaise personne? » La question frappa Declan comme une balle. Simple, directe, impossible à esquiver. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. Le plancher en bois grinça sous son poids. « Je ne sais plus, admit-il. » Lily pencha la tête, l'étudiant avec ses yeux bleus pâles. « Mon papa disait que les bonnes personnes sont celles qui aident les autres, même quand elles n'obtiennent rien en retour. » Elle fit une pause. « Vous aidez ma maman, donc vous êtes bon. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses, petite. Mais aujourd'hui, vous avez fait quelque chose de bien. » Lily le dit comme si l'affaire était réglée, comme si la complexité de la morale pouvait être résolue si simplement. Papa disait que chaque jour, on peut choisir à nouveau. Chaque jour, on peut choisir à nouveau. Declan regarda la jeune fille, cet étrange enfant qui parlait comme quelqu'un de bien plus âgé, qui avait vendu son seul trésor pour sauver sa mère, qui croyait encore au bien et au mal malgré tout. Pendant un instant, il la crut presque. La porte de la cabane s'ouvrit brusquement. Tommy se précipita à l'intérieur, téléphone à la main, le visage pâle. « Patron, on a un problème. La police recherche Lily Brennan et sa mère. » Il déglutit difficilement. Ils disent que Grace est suspecte dans un meurtre. Declan se leva. « Meurtre de qui? » « Kevin Brennan, son mari. » La voix de Tommy baissa. « Ils prétendent que de nouvelles preuves prouvent que l'accident de voiture d'il y a 5 ans n'était pas un accident. Ils disent qu'elle l'a mis en scène, qu'elle l'a tué. » La pièce devint silencieuse, puis une petite voix vint de l'embrasure de la porte. « Maman n'a pas tué papa. » Tout le monde se tourna. Lily se tenait là, le visage blanc, les yeux écarquillés d'horreur. Elle avait tout entendu. « Maman aimait papa, » murmura-t-elle, la voix brisée. Elle l'aimait. Elle n'aurait jamais. Les larmes coulèrent enfin sur ses joues, les larmes qu'elle avait retenues toute la journée. Declan regarda l'enfant en pleurs, puis Grace allongée inconsciente sur le lit, puis le vélo violet avec son autocollant en forme d'étoile. Quelqu'un était en train de faire accuser une femme mourante du meurtre de son mari. Et Declan commençait à comprendre que rien dans cette situation n'était une coïncidence. L'inspectrice Sarah Quinn se tenait dans l'appartement vide, des gants en latex bleu aux mains. Elle parcourait une pile de documents qu'elle avait trouvés dans un tiroir de commode. La maison de Grace Brennan racontait l'histoire d'une femme qui se noyait. Des factures impayées, des flacons de médicaments vides, un réfrigérateur presque vide. La vie désespérée d'une mère célibataire perdant lentement sa bataille contre la pauvreté et la maladie. Mais Sarah n'était pas là pour la sympathie. Elle était là pour des réponses. Depuis 3 mois, elle surveillait cette famille. Depuis qu'elle était tombée sur le nom de Grace Brennan dans les anciens dossiers médicaux de Vincent O'Brien.
une infirmière qui avait assisté le chef de la pègre mourant dans ses derniers jours. Une femme qui pourrait connaître des secrets qui valent la peine de tuer. Inspectrice Quinn. Sarah se tourna. Son collègue, un jeune agent de la police scientifique, tenait un petit objet. On a trouvé ça caché dans un cadre photo, une clé USB. Sarah la prit avec précaution, la retournant dans ses doigts gantés. Elle sortit son ordinateur portable, inséra la clé et ouvrit l'unique fichier vidéo. Horodatage, il y a 10 ans, la vidéo montrait une chambre d'hôpital. Vincent O'Brien était allongé dans son lit, des tubes dans le nez, des machines bipant autour de lui. Il ressemblait à un squelette enveloppé de peau. Le cancer l'avait rongé de l'intérieur, et assise à côté de lui, plus jeune et en meilleure santé, se trouvait Grace Brennan. « Vous devez promettre de ne le dire à personne », la voix de Vincent crachotait à travers les haut-parleurs. « Je le promets, mais vous devez tout dire, pour votre propre conscience. » Vincent ferma les yeux. Quand il parla de nouveau, sa voix était à peine un murmure. « J'ai tué Sienna, ma propre fille, parce elle savait. » Sarah se pencha plus près de l'écran. « Savait quoi? » demanda Grace dans la vidéo. « Elle savait que je n'étais pas son vrai père. Elle savait que j'avais tué son vrai père, mon frère Liam, pour prendre sa femme. » Vincent toussa, un son humide et horrible. « Sienna m'a entendu l'avouer à ma femme. Elle n'avait que 8 ans, mais elle a dit qu'elle le dirait à Declan. » Sarah mit la vidéo en pause. Ses mains tremblaient. Liam O'Brien, son père. L'homme qui, selon sa mère, les avait abandonnés avant la naissance de Sarah. L'homme que Sarah avait détesté toute sa vie pour être parti. Il n'était pas parti. Il avait été assassiné par son propre frère. Sarah fixa l'image figée de Vincent O'Brien à l'écran. Ce monstre mourant avait tué son père, volé sa femme, élevé ses enfants comme les siens, puis assassiné l'un de ses enfants pour garder le secret. Et Declan O'Brien, l'homme que Sarah avait passé sa carrière au FBI à essayer de détruire, était le fils du meurtrier de son père. Non, plus que ça, Declan était son cousin, le vrai fils de Liam. La prise de conscience la frappa comme un coup physique. Elle avait rejoint le FBI pour faire tomber le syndicat O'Brien parce qu'elle croyait que c'était des criminels. Maintenant, c'était personnel. Maintenant, c'était une affaire de sang. Quinn, la voix de son collègue, la sortit de ses pensées. « Il y a un message du quartier général. Le sénateur Hartley veut vous rencontrer en privé. » Sarah fronça les sourcils. « Le sénateur, qu'est-ce qu'il a à voir avec cette affaire? » « Aucune idée. Mais l'ordre vient de haut. » Sarah ferma son ordinateur portable et retira la clé USB, la glissant dans sa poche. Le sénateur William Hartley était l'un des politiciens les plus puissants du Maryland, un croisé anti-crime très en vue, actuellement en campagne pour la présidence. Pourquoi s'intéresserait-il à une infirmière disparue et à sa fille? À l'extérieur de l'immeuble, le téléphone de Sarah vibra. Numéro inconnu. Elle ouvrit le message et lut. « Ne faites pas confiance à Hartley. Kevin Brennan travaillait pour lui avant de mourir. Hartley a ordonné la mort de Kevin parce que Kevin en savait trop. Maintenant, Grace est tuée de la même manière. Si vous voulez la vérité, trouvez Marcus Chen. » Sarah regarda de haut en bas de la rue. Personne de suspect. Personne ne surveillait. Elle relut le message. Kevin Brennan, le mari décédé de Grace, un agent du FBI selon les dossiers. Tué dans un accident de voiture il y a 5 ans. Pas un accident, laissait entendre le message. Un meurtre ordonné par un sénateur des États-Unis. Sarah supprima le message, mais mémorisa chaque mot. Marcus Chen. Elle connaissait ce nom. L'antiquaire de Fells Point, l'homme qui connectait le monde criminel de Baltimore. Elle traquait la famille O'Brien depuis des années. Maintenant, il semblait que la toile était bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La nuit était tombée sur Baltimore quand Declan retourna à Fells Point. Les rues étaient vides, le brouillard plus épais qu'avant. La boutique d'antiquité de Chen était sombre et silencieuse, mais Declan savait que Marcus était à l'intérieur. Les hommes comme Marcus Chen attendaient toujours. Il avait besoin de réponses, et à Baltimore, quand on avait besoin d'informations, il n'y avait qu'une seule personne qui avait tout. La cloche tinta lorsque Declan poussa la porte. Marcus se tenait derrière le comptoir, 2 verres de whisky déjà servis. Comme s'il avait su que Declan viendrait, comme s'il avait attendu ce moment depuis très longtemps. « Qui était Kevin Brennan ?» demanda Declan, sans prendre la peine de saluer.
Marcus fit glisser un verre sur le comptoir. Asseyez-vous, cette histoire est longue. Je n'ai pas le temps de... Vous voudrez vous asseoir. La voix de Marcus était calme mais ferme. Parce que cela implique votre père, votre sœur, et la raison pour laquelle je vous observe depuis 29 ans. Declan resta figé. Puis, lentement, il tira une chaise et s'assit. Marcus prit une gorgée de whisky, rassemblant ses pensées. J'étais le garde du corps de Liam O'Brien, commença-t-il, votre vrai père. Les mots tombèrent comme une bombe. Liam était le frère aîné, l'héritier légitime. Vincent était jaloux. Il l'avait toujours été. Une nuit, Vincent a tué Liam et à tout prix, sa position, son argent. Marcus fit une pause. Sa femme, la mère de Declan, la femme qui l'avait élevé, qui était morte quand il avait 15 ans. Elle avait d'abord été la femme de Liam. On m'a ordonné de garder le silence si je voulais vivre, continua Marcus. J'ai obéi, mais j'ai commencé à rassembler des preuves. Depuis 30 ans, je rassemble des preuves. Et Sienna? Le visage de Marcus s'assombrit. Sienna était une enfant intelligente. À 8 ans, elle a remarqué qu'elle ne ressemblait pas à Vincent. Elle a trouvé de vieilles photos de Liam et a vu la ressemblance. Il secoua la tête. Elle a entendu Vincent se confesser à votre mère. Elle a dit qu'elle vous le dirait, alors Vincent l'a tué. On a engagé des gens de l'extérieur, mais c'est moi qui ai arrangé ça. Marcus croisa le regard de Declan sans ciller. Je ne savais pas que la cible était Sienna jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand je l'ai découvert, j'ai essayé d'arrêter, mais... Declan fut sur ses pieds en un instant, l'arme sortit, le canon pressé contre le front de Marcus. Tu as aidé à tuer ma sœur. Marcus ne bougea pas, ne scia pas. Oui, et j'ai vécu avec cette culpabilité pendant 29 ans, attendant le jour où je pourrais réparer ça. Donne-moi une seule raison de ne pas appuyer sur cette gâchette. Parce que je sais qui empoisonne Grace Brennan. La voix de Marcus resta stable. Je le sais parce qu'ils m'ont engagé pour la surveiller. Le doigt de Declan trembla sur la gâchette. Qui? Le sénateur William Hartley. Le nom flotta dans l'air comme de la fumée. Et voulez-vous savoir pourquoi il la veut morte? Declan baissa légèrement son arme, non pas parce qu'il faisait confiance à Marcus, mais parce qu'il avait besoin d'entendre ça. Marcus attrapa une vieille photo sous le comptoir et la fit glisser sur le bois. 3 hommes se tenaient ensemble, souriant à l'appareil photo. Vincent O'Brien à gauche, un William Hartley plus jeune au milieu, et à droite, Kevin Brennan, dit Marcus, le mari de Grace, le père de Lily. Declan fixa la photo. Kevin était un agent infiltré du FBI, continua Marcus. Sa mission était d'infiltrer l'opération de blanchiment d'argent entre le syndicat et Hartley. Il a passé 2 ans à rassembler des preuves, assez pour les mettre tous les deux en prison à vie. Hartley l'a découvert et a ordonné l'élimination de Kevin, faisant passer ça pour un accident de voiture. Marcus prit une autre gorgée de whisky, mais avant de mourir, Kevin a envoyé toutes les preuves à sa femme. Grace est assise sur ces informations depuis 5 ans, sa police d'assurance vie. L'esprit de Declan s'emballa. Grace savait tout. C'est pourquoi elle était empoisonnée. C'est pourquoi on la faisait accuser du meurtre de Kevin. Hartley se présente à la présidence maintenant, ajouta Marcus. Il ne peut se permettre aucune affaire non réglée. Grace doit mourir. Et toute personne liée à elle aussi, y compris Lily. Où sont les preuves? Demanda Declan. Marcus sourit, le sourire d'un homme qui avait attendu cette question pendant des décennies, caché à l'intérieur du vélo violet. Declan retourna à la planque, l'esprit en ébullition. Le vélo violet était dans le coin de la pièce où Lily l'avait laissé. La jeune fille était recroquevillée sur une chaise à proximité, à moitié endormie, ses petits bras enroulés autour d'elle. Grace restait inconsciente sur le lit, Doc surveillant ses signes vitaux. Declan s'approcha et s'accroupit à côté de Lily. « Lily, dit-il doucement, réveille-toi. » Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant, ses yeux bleus pâles qui lui rappelaient encore Sienna. « Ton père a-t-il déjà dit quelque chose à propos de l'autocollant? » Declan montra l'étoile sur le panier du vélo. « Celui sur ton vélo? » Lily se frotta les yeux, réfléchissant. « Papa a dit que c'était mon étoile porte-bonheur. Il a dit que si quelque chose arrivait, je devais chercher l'étoile. » Elle fit une pause. Je n'ai jamais su ce qu'il voulait dire. Declan se dirigea vers le vélo.
Ses doigts se trouvèrent le bord de l'autocollant et le décollèrent soigneusement. En dessous, à peine visible, se trouvait une fine coupure dans le cadre métallique. Il sortit un couteau de poche et inséra la lame dans l'interstice. Le panneau métallique s'ouvrit, révélant un petit espace creux à l'intérieur du cadre. Et niché à l'intérieur se trouvait une carte micro SD. Tommy, Declan leva la petite puce. Ordinateur portable, maintenant. Tommy apporta son ordinateur. Declan inséra la carte et attendit que les fichiers se chargent. Des centaines de documents apparurent à l'écran. Des enregistrements audio, des fichiers vidéo, des reçus de virements bancaires, des contrats avec des signatures falsifiées, des photos de réunions secrètes. Tommy se pencha plus près, faisant défiler des preuves. Son visage devint pâle. « Putain de merde », murmura-t-il. « Ça suffit à envoyer Hartley en prison pour 10 vies. » Mais il n'y avait pas que Hartley. Alors que Tommy continuait de faire défiler, des noms familiers apparurent. Vincent O'Brien, les sociétés écrans du syndicat, les circuits de blanchiment d'argent et la propre signature de Declan sur des documents qu'il se souvenait à peine d'avoir signés. Kevin Brennan avait été minutieux. Il avait rassemblé des preuves sur tout le monde. Si cela devenait public, le sénateur Hartley tomberait, mais aussi tout le syndicat O'Brien. Et Declan aussi. « Patron ?» Tommy leva les yeux, l'incertitude dans le regard. « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Declan fixa l'écran. Il pouvait tout effacer, détruire la carte. Personne ne le saurait jamais. Il serait en sécurité. Le syndicat survivrait. Mais Hartley continuerait sa campagne pour la présidence. Grace mourrait, accusée d'un meurtre qu'elle n'avait pas commis, et la vérité sur Sienna resterait enterrée pour toujours. Declan regarda Grace, luttant toujours pour sa vie, puis Lily, maintenant complètement réveillée, le regardant avec ses yeux confiants. Cet enfant avait vendu son unique bien, le dernier cadeau de son père, pour sauver sa mère. Et caché à l'intérieur de ce cadeau se trouvait le pouvoir de le détruire. « On le garde », dit finalement Declan. « N'efface rien, ne fais rien, pas encore. » Tommy hocha lentement la tête, bien que la confusion persistât sur son visage. Le téléphone de Declan vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Le nom le fit s'arrêter. Père McCall, le prêtre de l'église Saint-Patrick, le seul homme à qui Declan se confessait encore, même après toutes ces années. « Mon père? Declan, où es-tu? » La voix du vieux prêtre était tendue. « Pourquoi m'appelez-vous? Il y a quelqu'un qui a besoin de te voir. C'est à propos de l'enfant que tu protèges. » Declan se figea. « Que savez-vous de Lily? » Silence à l'autre bout du fil, une longue et lourde pause. Puis le père Michael parla, sa voix chargée de quelque chose qui ressemblait à des décennies de culpabilité. « Je le sais parce que je suis son grand-père. Grace Brennan est ma fille, l'enfant que j'ai abandonné il y a 30 ans quand j'ai prononcé mes vœux. » L'église Saint-Patrick se dressait au bord de Locust Point. Ses murs de pierre étaient sombres contre le ciel nocturne. Declan gara la voiture et monta seul les marches usées, comme le père Michael l'avait demandé. Les lourdes portes en chêne gémirent lorsqu'il les poussa. À l'intérieur, l'église était vide. Des bougies vacillaient le long de l'autel, projetant des ombres dansantes sur les bancs. L'odeur d'encens flottait lourdement dans l'air, la même odeur que Declan se rappelait de son enfance, quand sa mère l'amenait ici chaque dimanche. Le père Michael se tenait à l'avant, face au crucifix. Il ne se retourna pas lorsque les pas de Declan résonnèrent dans le silence. « Il y a 30 ans, commença le prêtre, la voix lourde. J'étais jeune. Je suis tombé amoureux d'une femme. Elle est tombée enceinte. » Declan s'arrêta dans l'allée centrale, écoutant. J'étais terrifié. Je venais de prononcer mes vœux. J'avais promis ma vie à Dieu. Les épaules du père Michael s'affaissèrent. Alors j'ai fait un choix. J'ai choisi l'Église plutôt que ma responsabilité. Je l'ai abandonnée. Grace est votre fille. Le père Michael se tourna enfin. Ses yeux étaient rouges, brillants à la lueur des bougies. J'ai observé sa vie de loin. Quand elle a épousé Kevin, j'ai pensé qu'elle avait trouvé le bonheur. Quand Kevin est mort, j'ai assisté à l'enterrement. Sa voix se brisa. Mais je n'ai pas pu me résoudre à lui dire qui j'étais. Je me suis caché dans la foule comme un lâche. Le vieux prêtre descendit l'allée vers Declan, chaque pas lent et délibéré. Et maintenant, ma fille est en train de mourir. Ma petite fille est sur le point de devenir orpheline, et je me cache toujours dans cette église,
prétendant y avoir le droit de me dire un homme de Dieu. Declan comprenait ce sentiment mieux que quiconque. Le poids des péchés passés, la prison de la culpabilité, le masque que l'on porte pour se cacher de soi-même. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il. « Je veux que tu les sauves. » Le père Michael s'arrêta devant Declan, assez près pour le toucher. « Je sais qui tu es. Je sais ce que tu as fait. J'ai entendu tes confessions pendant 15 ans. » Il tendit la main et posa une main usée sur l'épaule de Declan. « Mais je sais aussi que tu n'es pas un monstre. Tu es un homme en quête de rédemption. Je l'entends dans ta voix chaque fois que tu t'agenouilles dans ce confessionnal. J'ai tué des gens, mon père, et tu te détestes pour ça. » La poigne du père Michael se resserra. « Lily me rappelle Grace quand elle était petite, innocente, courageuse, pleine d'amour malgré tout. » Il fit une pause. « Et elle te rappelle Sienna. » Declan ne pouvait le nier. Dès l'instant où il avait vu ses yeux bleus pâles, il avait senti quelque chose se fissurer en lui. « Sauve-les, Declan. Pas parce que je te le demande, mais parce que c'est le seul moyen de te sauver toi-même. » Les bougies vacillèrent. Quelque part à l'extérieur, un klaxon de voiture résonna dans la nuit. Declan se tourna pour partir, mais la voix du père Michael l'arrêta. « Il y a encore une chose. » Declan s'arrêta. Kevin Brennan était venu me voir avant de mourir. Il savait qu'il était en danger. La voix du père Michael baissa. Il m'a dit que s'il arrivait quelque chose, je devais dire à Grace de trouver quelqu'un appelé l'architecte. Marcus Chen. Le père Michael hocha la tête. Et il a dit autre chose. Quelque chose que je n'ai compris qu'aujourd'hui. Quoi? Les yeux du prêtre rencontrèrent ceux de Declan. Il a dit, le silencieux n'est pas l'ennemi, il est la clé. Le père Michael s'approcha. Kevin savait pour toi, Declan. Il savait qu'un jour, tu devrais affronter la vérité. Et il voulait que tu sois celui qui mette fin à tout ça. Declan resta immobile dans l'église sombre. Kevin Brennan, un agent du FBI, un homme mort, un étranger, avait su que leur chemin se croiserait. Il l'avait prévu, avait confié la survie de sa famille à Declan. Le poids de cette confiance s'installa sur les épaules de Declan comme une seconde peau. Le sénateur William Hartley se tenait à la fenêtre de son bureau de campagne à Washington, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. Son reflet le fixait, un homme de 58 ans avec des cheveux argentés, des costumes chers et les yeux froids de quelqu'un qui avait enterré trop de secrets. Son appel téléphonique venait de se terminer. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Grace Brennan a disparu, dit son assistant derrière lui. Et nos sources confirment que Declan O'Brien la protège. Hartley se tourna lentement, la mâchoire serrée. Trouvez-les, peu importe ce que ça coûte. Monsieur, O'Brien a une armée. Si nous agissons directement contre lui, alors nous utiliserons une autre approche. Hartley se dirigea vers son bureau et s'assit, les doigts joints. Declan O'Brien a une faiblesse. Son père est mort d'un cancer il y a 10 ans. Avant de mourir, le vieil homme a murmuré des choses à son infirmière, des choses qu'il n'aurait pas dû. L'assistant attendit. Si Declan apprend la vérité sur Sienna, il s'effondrera. Le sourire de Hartley était fin comme une lame de rasoir. Il a passé 29 ans à traquer les gens qui ont tué sa sœur. Imaginez découvrir que son propre père a ordonné le meurtre. Vous voulez divulguer cette information? Non, je veux en faire une arme. Hartley prit son téléphone. Passez-moi l'inspectrice Sarah Quinn. Elle enquête sur cette affaire et elle a ses propres raisons de détester la famille O'Brien. Sarah Quinn reçut l'appel alors qu'elle était assise dans sa voiture devant le bureau du FBI de Baltimore. La réunion fut organisée dans un hôtel neutre, un de ces établissements d'affaires anonymes où les gens puissants discutent de choses qui ne se sont jamais produites. Hartley était déjà assis quand elle arriva, un verre d'eau pétillante intact devant lui. « Inspectrice Quinn », il désigna la chaise en face de lui. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Sarah resta debout. « Que voulez-vous, sénateur? » « Direct, j'aime ça. » Hartley se pencha en arrière. « Je sais qui vous êtes vraiment. La petite fille de Liam O'Brien, l'enfant du frère que Vincent a assassiné. » L'expression de Sarah ne changea pas, mais son pouce s'accéléra. « Et je sais ce que vous voulez, » continua Hartley. « Vous voulez détruire la famille O'Brien, vous venger de votre père. Où voulez-vous en venir? » Coopération. Hartley écarta les mains. « Vous voulez Declan en prison. Je veux que Grace Brennan soit réduite au silence de façon permanente. Nous pouvons nous entraider. Et le prix? Simple.
Vous découvrez où il se cache. Je m'occupe du reste. Hartley fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvent les adresses de 5 planques appartenant au syndicat O'Brien. Declan les garde dans l'un de ces endroits. Sarah ouvrit le dossier. Les informations étaient détaillées. Plan d'étage, protocole de sécurité, pointe d'entrée. Ce niveau de renseignement ne pouvait venir que d'un seul endroit. Vous avez quelqu'un à l'intérieur du syndicat. Le sourire de Hartley s'élargit. Vous êtes intelligente, une dignité. Qui? Hartley plongea la main dans sa veste et en sortit une photo, la posant face visible sur la table. Le cœur de Sarah s'arrêta. L'image montrait Tommy Rourke, le garde du corps le plus fidèle de Declan, serrant la main d'un des associés connus de Hartley. L'horodatage était récent. Tommy Rourke travaille pour moi depuis 5 ans, dit Hartley, la satisfaction dégoulinant de chaque mot. C'est lui qui a divulgué l'emplacement de Kevin Brennan. C'est lui qui nous a permis d'empoisonner Grace. Sarah fixa la photo. Tommy, l'homme qui conduisait Declan partout, qui le gardait de sa vie, que Declan traitait comme un jeune frère. Un traître. Et c'est lui qui me dira exactement où Declan les cache, termina Hartley. La question est, inspectrice Quinn, de quel côté voulez-vous être quand tout cela se terminera? Sarah regarda le sénateur puis la photo. Le message texte anonyme résonna dans son esprit. Ne faites pas confiance à Hartley. Si vous voulez la vérité, trouvez Marcus Chen. Elle avait un choix à faire et la mauvaise décision tuerait tout le monde. Sarah quitta l'hôtel, l'esprit en ébullition. Elle resta assise dans sa voiture un long moment, fixant la photo de Tommy Rourke toujours serrée dans sa main. Hartley lui avait offert tout ce qu'elle voulait. Declan derrière les barreaux, le syndicat O'Brien détruit, la vengeance pour le meurtre de son père. Tout ce qu'elle avait à faire était de trahir une femme mourante et une enfant orpheline. Elle sortit son téléphone et fit défiler jusqu'au message anonyme de plus tôt. Ne faites pas confiance à Hartley. Si vous voulez la vérité, trouvez Marcus Chen. La décision vint plus vite qu'elle ne l'avait prévu. 20 minutes plus tard, Sarah poussa la porte des antiquités Chen. Marcus attendait derrière le comptoir, comme s'il avait su qu'elle viendrait. La cloche tinta au-dessus de sa tête et il leva les yeux sans surprise. « Vous êtes Quinn, dit-il, la petite fille de Liam. » Sarah s'arrêta. « Comment savez-vous ça? »« Parce que c'est moi qui vous ai envoyé le message. » Marcus passa devant elle et verrouilla la porte d'entrée, retournant le panneau sur « Fermé ». « Asseyez-vous. Vous devez entendre la véritable histoire. » Pendant 30 minutes, Marcus lui raconta tout. Comment Vincent avait assassiné son propre frère Liam pour voler sa femme et son empire. Comment Sienna avait découvert la vérité et avait été tuée pour la faire taire. Comment Kevin Brennan avait passé des années à rassembler des preuves contre Vincent et Hartley. Comment ces preuves étaient maintenant cachées dans le vélo violet d'un enfant. « Et Declan? » demanda Sarah quand il eut fini. « Declan est une victime, comme vous. » Marcus la regarda droit dans les yeux. « Vous avez tous les deux perdu vos pères à cause de Vincent et Hartley. Vous pouvez détester Declan pour ce qu'il a fait en tant qu'adulte. Les crimes, la violence, mais ne le détestez pas pour les péchés de son père. » Sarah resta assise en silence, digérant l'information. Toute sa carrière avait été construite sur la destruction de la famille O'Brien. Elle avait rejoint le FBI dans un seul but, venger le père qu'elle n'avait jamais connu. Mais maintenant, les lignes se brouillaient. Declan n'avait pas tué son père, c'était Vincent. Et Vincent était mort. Le véritable ennemi était toujours en vie, assis dans un bureau de campagne à Washington, prévoyant de devenir président. « Tommy Rourke est la taupe de Hartley, » dit finalement Sarah. « Il lui fournit des informations depuis 5 ans. C'est à cause de lui que Kevin Brennan se met mort. C'est à cause de lui que Grace est empoisonnée. » Marcus hocha lentement la tête. « Alors Declan doit le savoir. Je ne peux pas aller à la planque. Je suis du FBI. Il pensera que je suis là pour l'arrêter. Je ne peux pas y aller non plus. Declan sait que j'ai été impliqué dans la mort de Sienna. Il veut me tuer. » Marcus sourit amèrement. Il n'y a qu'une seule personne en qui il aura confiance. « Qui? » « Le père Michael, mais le prêtre n'est pas au courant pour Tommy. » Sarah se leva. « Alors je vais le lui dire. Où est-il? » « Église Saint-Patrick, Locust Point. » Marcus fit une pause. « Dépêchez-vous. Si Tommy se doute de quelque chose, il agira vite. » Sarah était à la porte quand le téléphone de Marcus sonna.
Elle se tourna et le regarda répondre. Chen à l'appareil. La voix à l'autre bout du fil était étouffée, mais Sarah vit le visage de Marcus changer. Le patron veut une réunion ce soir à la planque de Canton. Tommy Rourke. L'expression de Marcus se durcit. J'y serai. Il termina l'appel et posa le téléphone avec précaution. Tommy tène un piège, dit Sarah. Oui, en m'utilisant comme appât pour attirer Declan. Marcus se dirigea vers une armoire et l'ouvrit, révélant un vieux revolver. Il vérifia le barillet. J'irai. Vous allez mourir. Peut-être. Marcus glissa l'arme dans son manteau. Mais je vis en sursis depuis 29 ans. Si ma mort peut sauver Declan, si elle peut sauver cette petite fille qui a perdu son père à cause de mes erreurs, il regarda Sarah et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'attendait pas. La paix. Ce serait la rédemption que j'attends. La planque de Canton était calme lorsque Tommy transmit le message. Marcus Chen veut une réunion, dit-il. Il dit qu'il a des informations cruciales sur Hartley. Ce soir, à l'ancien entrepôt près du port. Declan leva les yeux de l'ordinateur portable où les fichiers de preuve de Kevin Brennan brillaient encore à l'écran. Tommy se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage calme, la voix stable. Rien d'inhabituel, rien de suspect. Quand? Dans 2 heures. Declan hocha la tête et ferma l'ordinateur portable. Avant de partir, il se dirigea vers le coin de la pièce où dormait Lily. La jeune fille était blottie contre sa mère, sa tête reposant sur le bras de Grace. Même dans son sommeil, elle s'accrochait à sa mère comme si elle avait peur que Grace ne disparaisse. Le vélo violet se tenait à proximité, veillant en silence. « Doc, » dit Declan tranquillement. « Surveille Lily. » Doc Gallagher leva les yeux de son équipement médical. « Patron, vous ne devriez pas y aller seul. Tommy vient avec moi. Tout ira bien. » L'entrepôt se dressait contre le ciel nocturne, un squelette d'acier rouillé et de fenêtres brisées. Le port s'étendait derrière, l'eau noire reflétant les lumières lointaines de Baltimore. Declan entra le premier, l'arme à la main. Tommy suivit. Marcus Chen se tenait au centre de l'espace vide, les mains visibles le long de son corps. Une seule ampoule nue pendait au-dessus, projetant des ombres dures sur son visage usé. « Parle, » dit Declan. Marcus regarda Tommy, puis de nouveau Declan. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Un avertissement, peut-être, ou de la résignation. « À quel point lui fais-tu confiance? » demanda Marcus en désignant Tommy. « Comme un frère. Alors tu vas être très déçu. » Le clic d'une sécurité qu'on retire résonna dans l'entrepôt. Declan sentit le canon d'une arme se presser contre sa nuque avant de bien comprendre ce qui se passait. La voix de Tommy vint de derrière lui, froide, stable. « Ne bouge pas. » Declan ne se tourna pas, ne chercha pas son arme. Il ferma simplement les yeux. Depuis combien de temps? Sa voix était d'un calme terrifiant. 5 ans. Tommy fit le tour pour lui faire face, son arme pointée sur la poitrine de Declan. Depuis que Hartley m'a approché, il a payé assez pour me faire oublier la loyauté. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais demandé ce que je voulais. Le rire de Tommy était amer. 10 ans que je te suis, que je te protège, que je saigne pour toi, et tu m'appelais toujours garde du corps, pas partenaire, pas famille. J'ai toujours considéré, ne mens pas. Tommy s'approcha, la colère perçant à travers son calme. Tu n'as pas de famille, tu as des outils. Doc est un outil pour guérir. Je suis un outil pour protéger. Tout le syndicat est un outil pour faire de l'argent. Sa voix se brisa. Tu as passé toute ta vie à venger Sienna, mais t'es-tu déjà soucié de quelqu'un qui était encore en vie? Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle balle, parce qu'ils étaient vrais. La porte de l'entrepôt explosa. Des phares inondèrent l'obscurité. Les ombres se dispersèrent. « FBI, jetez vos armes! » Sarah Quinn fit irruption par l'entrée, une équipe tactique se déployant derrière elle. Son arme était levée, pointée directement sur Tommy. Tommy se tourna vers elle, le choc déformant ses traits. « Toi, tu étais censé travailler avec Hartley. Les plans ont changé. » La voix de Sarah était de glace. Dans le chaos, Marcus bougea. Il se jeta sur Tommy, attrapant le canon de l'arme et le repoussant. Un coup de feu retentit, assourdissant dans l'espace clos. Marcus chancela, du sang fleuri sur sa poitrine, se propageant à travers sa chemise comme une fleur sombre qui s'ouvre. Il tomba. Declan le rattrapa avant qu'il ne touche le sol, le déposant sur le sol en béton froid. Les agents du FBI passèrent en courant,
plaquant Tommy au sol, criant des ordres. Mais Declan n'entendit rien de tout cela. Il regarda l'homme qui avait aidé à tuer sa sœur, l'homme qui avait porté cette culpabilité pendant 29 ans, l'homme qui venait de prendre une balle qui lui était destinée. Pourquoi? La voix de Declan se brisa. Marcus agrippa la main de Declan, sa force s'évanouissant. Du sang perlait au coin de sa bouche. Parce que je devais une vie à Sienna. Il toussa, du rouge tachant ses lèvres. Et Lily, cette petite fille, elle lui ressemble tellement. Ses yeux trouvèrent ceux de Declan. Sauve-les, et nous serons quittes. La main de Marcus Chen devint molle. Marcus Chen mourut dans les bras de Declan. Un instant, ses yeux contenirent cette paix étrange. Le soulagement d'un homme payant enfin une dette qu'il avait portée pendant des décennies. L'instant d'après, ils étaient vides, ne fixant rien. Declan déposa doucement le corps sur le sol de l'entrepôt. Derrière lui, des agents du FBI traînaient Tommy vers la sortie, les mains menottées dans le dos. Mais alors qu'il passait devant Declan, Tommy rit, un son froid et creux. « Tu crois que c'est fini? » Tommy se tordit pour lui faire face. « Hartley a envoyé des hommes à la planque il y a 30 minutes. Pendant que tu jouais au héros ici, Grace et Lily sont déjà partis. » Le sang de Declan se glaça. Il était sur ses pieds et courait avant que Tommy ait fini de parler. Sarah se précipita derrière lui. « Je viens d'avec toi, cria-t-elle. Declan ne ralentit pas. « Tu es du FBI, et je veux Hartley en prison aussi. » Sarah se jeta sur le siège passager alors qu'il démarrait le moteur. « Je veux aussi sauver cette petite fille. Maintenant, conduis. » La planque de Canton était une zone de guerre. La porte d'entrée pendait de ses gonds. Des impacts de balles parsemaient les murs. L'odeur de poudre flottait encore dans l'air. Doc Gallagher gisait recroquevillé sur le porche, du sang collant ses cheveux gris. Declan se laissa tomber à côté de lui, ses doigts cherchant un pouls. Il respire encore, à peine. « Il est vivant », dit Sarah, déjà au téléphone pour appeler des renforts et une assistance médicale. Declan entra. Les meubles étaient renversés, les lampes brisées, l'équipement médical éparpillé sur le sol. Des traces de traînée marquaient les planches de bois, 2 séries, une grande, une petite, menant vers la porte arrière. Grace et Lily étaient parties. Sur le mur du fond, quelqu'un avait laissé un message, écrit avec du sang, probablement le sang de Doc. Entrepôt de Silver Spring, apportez les preuves, échange contre elle. Sarah vérifia son GPS. Silver Spring, Maryland, à 45 minutes d'ici. Declan resta immobile, fixant les lettres sanglantes. Puis ses yeux se posèrent sur le coin de la pièce. Le vélo violet était toujours là, intact. Les agresseurs avaient pris la mère et la fille, mais avaient laissé le vélo. Ils ne savaient pas. Ne pouvaient pas savoir ce qui était caché à l'intérieur. La carte micro SD avec les preuves de Kevin Brennan était toujours là. « Il veut un échange », dit Declan tranquillement. « Les preuves contre leur vie. » Sarah se plaça à côté de lui. « Si vous remettez ces preuves, Hartley ne sera jamais poursuivi. Il les détruira et continuera sa campagne présidentielle. » Elle fit une pause. « Et vous serez en sécurité aussi. Ces preuves pourraient vous mettre en prison à vie. » Declan comprit. S'il donnait à Hartley ce qu'il voulait, tout le monde s'en sortirait. Grace et Lily seraient libérées. Hartley deviendrait intouchable. Et Declan échapperait à la justice pour ses propres crimes. Mais s'il refusait, Lily mourrait. Tout comme Sienna était morte, une autre petite fille aux yeux bleus pâles, assassinée à cause de secrets qu'elle ne comprenait pas. « À quoi pensez-vous » demanda Sarah. Declan ramassa le vélo violet. L'autocollant en forme d'étoile capta la faible lumière, scintillant faiblement. « Je pense que cette petite fille a vendu ce vélo parce qu'elle croyait qu'aider les autres était plus important que de garder des choses pour soi. » Il se tourna vers Sarah. « Vous voulez faire tomber la famille O'Brien. Je vais vous donner cette chance. » Sarah fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Les preuves dans ce vélo suffisent à me mettre en prison pour toujours. Après avoir sauvé Lily et Grace, » il la regarda droit dans les yeux. « Je me rendrai. » Sarah le dévisagea. « Mais vous devez me promettre une chose. »« Quoi? » Hartley tombait aussi. « Copiez tous les fichiers, envoyez-les au FBI, aux journaux, à tout le monde. Même si je meurs ce soir, il ne s'en sortira pas. » Sarah regarda l'homme qui se tenait devant elle, l'homme qu'elle avait passé des années à essayer de détruire. Le chef de la pègre, le tueur, le monstre.
Sauf qu'à cet instant, il ne ressemblait pas à un monstre. Il ressemblait à quelqu'un qui avait enfin décidé ce qu'il était prêt à sacrifier. Je le promets, dit-elle. La route vers Silver Spring s'étendait dans la nuit comme un tunnel sans lumière au bout. Declan conduisait en silence, ses jointures blanches sur le volant. Sarah était assise à côté de lui, la carte micro SD insérée dans son téléphone, les fichiers se chargeant les uns après les autres. Tout est là, dit-elle tranquillement, faisant défiler les documents. Reçu de blanchiment d'argent, enregistrement de réunions secrètes, vidéo de Hartley ordonnant l'assassinat de Kevin Brennan. Envoie-les, maintenant. Bon. Les doigts de Sarah se déplacèrent sur l'écran. Elle envoya les fichiers à 5 adresses. Le siège du FBI à Washington, le rédacteur en chef du Washington Post, l'unité d'investigation de CNN, le bureau du procureur général et un email privé, un collègue en qui elle avait une confiance absolue. C'est fait. Elle baissa le téléphone. Quoi qu'il arrive ce soir, Hartley finit. Bien, l'autoroute était déserte à cette heure, juste un asphalte noir sans fin et la lueur pâle des phares perçant l'obscurité. Après un long moment, Sarah parla de nouveau. « Êtes-vous vraiment prêt à aller en prison? » Declan ne la regarda pas. Ses yeux restaient fixés sur la route. « J'ai passé 29 ans à traquer les gens qui ont tué ma sœur. » Sa voix était creuse. « Il s'avère que cette personne était mon père. L'homme que j'ai vénéré, l'homme que j'ai pleuré. » Il rit, un son amer et brisé. « Combien de personnes ai-je tué à cause de ce mensonge? 10? 20? Plus? Vous ne saviez pas. Ne pas savoir ne me rend pas innocent. » La prise de Declan se resserra sur le volant. Lily m'a regardé et a dit que j'étais une bonne personne parce que j'aidais sa mère. Mais je ne suis pas bon, je suis un monstre. Sarah resta silencieuse un moment. Puis, les monstres ne se rendent pas. Les monstres ne peuvent sauver personne non plus. Declan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, où le vélo violet reposait sur la banquette arrière. Mais ce soir, peut-être que je peux faire une bonne chose. La première et la dernière bonne chose de ma vie. L'entrepôt de Silver Spring émergea de l'obscurité à 2 heures du matin. C'était un complexe industriel abandonné, des portes rouillées, des fenêtres brisées, des mauvaises herbes poussant à travers le béton fissuré. Les lampadaires étaient morts depuis des années. Seule la lune pâle fournissait un peu de lumière. Declan arrêta la voiture à 100 mètres de l'entrée principale. « Reste ici, dit-il à Sarah. Attends mon signal. Si les choses tournent mal, tu sais quoi faire. » Sarah hocha la tête. Sa main toucha brièvement son bras. « Pour ce que ça vaut, vous n'êtes pas le monstre que vous pensez être. » Declan ne dit rien. Il sortit de la voiture, attrapa le vélo violet sur la banquette arrière, puis il se dirigea vers l'entrepôt, seul. La nuit était froide. Ses pas résonnaient sur le trottoir cassé. La roue tordue du vélo grinçait à chaque pas. Un petit son plaintif dans le vaste silence. Il atteignit la porte principale en métal rouillé, sans poignée. Avant qu'il ne puisse la toucher, la porte s'ouvrit. Et là se tenait le sénateur William Hartley. Pas caché derrière ses hommes, pas parlant par intermédiaire. Le sénateur lui-même, vêtu d'un manteau cher, les cheveux argentés parfaitement coiffés même à cette heure. « Monsieur O'Brien. » Hartley sourit, le sourire exercé d'un politicien. « Nous nous rencontrons enfin en personne. »« Où sont-elles? » Hartley s'écarta, révélant l'intérieur de l'entrepôt. Grace Brennan était attachée à une chaise en métal, inconsciente, la tête penchée en avant. À côté d'elle, Lily était attachée à une autre chaise, son petit corps tremblant, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quand elle vit Declan, ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes venu. » Sa voix était à peine un murmure. Declan sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « J'ai apporté ce que vous vouliez. » Il souleva le vélo violet. Les yeux de Hartley se fixèrent dessus avec une intensité affamée. « Excellent. Maintenant, laissez-les partir. » Hartley rit doucement. « La question, Monsieur O'Brien, n'est pas de savoir si je vais les laisser partir. » Il fit un geste vers 6 hommes armés qui sortiront de l'ombre, entourant Declan. « La question est, combien êtes-vous prêt à payer? » 6 armes pointaient sur Declan de toutes les directions. Les hommes de Hartley formaient un cercle parfait autour de lui, leurs armes stables, leurs visages impassibles. Des tueurs professionnels, tous sans exception. Declan avait employé des hommes comme eux toute sa vie d'adulte.
Il savait exactement comment cela se terminerait. Hartley arpentait la pièce, les mains jointes dans le dos, comme s'il donnait une conférence à des étudiants avides. Savez-vous ce qui est le plus intéressant? Songeait le sénateur. Vincent et moi avons été partenaires pendant 25 ans. Il me donnait de l'argent pour gravir les échelons politiques. Je lui offrais une protection contre la loi. Il sourit tendrement aux souvenirs. Une relation parfaite, jusqu'à ce que Vincent vieillisse et commence à avoir des regrets. Il s'est confessé à Grace, cette infirmière idiote. Hartley s'arrêta à côté de la forme inconsciente de Grace, la regardant avec mépris. Elle n'avait aucune idée qu'elle tenait une bombe à retardement. Elle enregistrait simplement la culpabilité d'un homme mourant, pensant qu'elle faisait quelque chose de noble. Il se retourna vers Declan. Kevin Brennan a découvert notre arrangement. Il a passé 2 ans à rassembler des preuves contre nous deux. Hartley haussa les épaules nonchalamment. Nous avons dû le tuer, et maintenant, sa femme doit mourir aussi. Elle est innocente. Personne n'est innocent, Monsieur O'Brien. La voix de Hartley se durcit. Il n'y a que des gens qui en savent trop et des gens qui ne savent rien. Un petit son coupa l'attention. Vous êtes venu pour nous. Declan regarda Lily. Son visage était strié de larmes, son petit corps tremblant contre les cordes qui la liaient. Mais ses yeux bleu pâle qui le hantaient, contenaient quelque chose d'inattendu. De l'espoir. Je l'ai promis, dit doucement Declan. Hartley rit. Vous avez promis beaucoup de choses. Il tendit la main. Les preuves, maintenant. Libérez-les d'abord. Vous n'êtes pas en position de négocier. Declan balaya l'entrepôt du regard. 6 hommes armés. Poste de sortie. S'ils se battaient, ils mourraient. Et Lily et Grace aussi. Mais Hartley ne savait pas que Sarah attendait dehors. Il ne savait pas que les preuves avaient déjà été envoyées à une demi-douzaine d'organes de presse. Quoi qu'il arrive dans cet entrepôt, Hartley était déjà fini. Très bien. Declan jeta le vélo violet vers le sénateur. Prenez-le. Hartley l'attrapa avec empressement. Ses doigts trouvèrent le compartiment caché dans le cadre, l'ouvrirent et en extrairent la carte micro SD. Il la tint à la faible lumière, l'examinant comme une pierre précieuse. Vous savez, Monsieur O'Brien, vous êtes peut-être un homme méprisable, mais vous tenez parole. Hartley glissa la carte dans sa poche et sortit un pistolet de l'intérieur de son manteau. C'est presque dommage de tuer quelqu'un avec une telle intégrité. Il visa la poitrine de Declan. Mais les affaires sont les affaires. Un hélicoptère rugit au-dessus. Des lumières rouges et bleues explosèrent à travers les fenêtres de l'entrepôt, peignant les murs de flash alternés. Un haut-parleur crépita. « FBI, tout le personnel, jetez vos armes! Le bâtiment est encerclé. » Le visage de Hartley devint blanc. « Quoi? » Pour la première fois cette nuit-là, Declan sourit. « Vous pensiez que j'étais venu ici sans plan de secours? » Les hommes de Hartley commencèrent à paniquer, regardant vers les fenêtres, vers les portes, les uns vers les autres. Le son de véhicules crissant jusqu'à l'arrêt résonna de l'extérieur, des bottes martelant le béton. Non, la voix de Hartley tremblait de rage. Il se tourna vers Lily, pressant le canon de l'arme contre sa tempe. Si je ne sors pas d'ici, elle non plus. Les lumières s'éteignirent. L'obscurité totale engloutit l'entrepôt. Et dans cette obscurité, Declan se mit en mouvement. Obscurité, coup de feu, cri. Declan se déplaçait dans le noir comme un fantôme. 20 ans d'entraînement dans l'ombre l'avaient préparé à ce moment. Il savait comment se repérer au son seul. Le bruit des bottes, le clic des sécurités, la respiration saccadée des hommes paniqués. Le premier tireur tomba avant de pouvoir tirer. Le poing de Declan le frappant à la gorge. Le deuxième tomba un battement de cœur plus tard, sa propre arme arrachée de ses mains. 3 tirs en succession rapide. 3 corps heurtant le sol en béton. Le 6e homme s'enfuit, s'écrasant contre une porte latérale dans la nuit. Seul Hartley restait. Les lumières se rallumèrent brusquement. Des agents du FBI affluèrent par toutes les entrées. Sarah Quinn en tête, son arme levée. 2 douzaines d'armes balayèrent l'entrepôt à la recherche de cibles. Mais Hartley avait agi vite. Il se tenait derrière la chaise de Lily, un bras verrouillé autour du cou de la jeune fille. Son pistolet pressé contre sa tempe. Les yeux de la petite fille étaient écarquillés de terreur. Sa respiration était courte et saccadée. « Ne bougez pas !» cria Hartley. « Si quelqu'un fait un pas de plus, elle meurt. »
Tout le monde se figea. 20 agences du FBI, 20 armes pointées sur un sénateur des États-Unis, et personne ne pouvait tirer. L'enfant était trop proche. Sénateur Hartley. Sarah s'avança lentement, les mains visibles. Posez l'arme, c'est fini. Les preuves ont déjà été envoyées au Washington Post. D'ici demain matin, tout le pays saura. Hartley rit, un son sauvage et déséquilibré. Alors je n'ai plus rien à perdre. Il resserra sa prise sur Lily. Elle cria de douleur. Declan se tenait à 10 mètres de là, du sang coulant de ses jointures, observant la scène. Il regarda Lily, ses yeux bleu pâle remplis de larmes. Les yeux de Sienna. Il y a 29 ans, il n'avait pas réussi à sauver sa sœur. Il était resté figé pendant qu'on l'emmenait. Il avait vécu avec cette paralysie chaque jour depuis. Pas cette fois. Hartley. Declan s'avança. Vous voulez un échange? Je suis prêt. Les yeux du sénateur se tournèrent vers lui. Échanger quoi? Moi. Declan laissa tomber son arme sur le sol. Laissez la fille partir. Prenez-moi comme otage à la place. Je vaux bien plus. Le patron du syndicat O'Brien. Vous pouvez m'utiliser pour négocier votre sortie. Hartley hésita. La logique était solide. Un chef de la pègre était une bien meilleure monnaie d'échange qu'une fillette de 7 ans. Venez ici, ordonna-t-il. Lentement, Declan s'avança. Chaque pas était comme traverser une corde raide au-dessus d'un abîme sans fin. Quand il fut assez proche, Hartley poussa Lily de côté et attrapa Declan, pressant l'arme contre son crâne. À genoux. Declan s'agenouilla. Lily se précipita vers sa mère, où un agent du FBI la prit dans ses bras et la mit en sécurité. « Tu te prends pour un héros? » siffla Hartley à l'oreille de Declan. « Tu es de la mafia. Tu as tué combien de personnes? » Declan ferma les yeux. « Assez pour savoir que je mérite ça. Alors meurs en le sachant. » Un coup de feu retentit dans l'entrepôt. Declan tressaillit, attendant la douleur. Rien ne vint. Derrière lui, Hartley s'effondra au sol, se tenant l'épaule. Du sang coulait entre ses doigts. Son pistolet tomba sur le béton. Sarah Quinn se tenait à 15 pieds de là, son arme toujours levée, ses mains tremblantes. « Il allait tirer, dit-elle, la voix tremblante. Je devais le faire. » Declan se releva lentement. Il regarda Hartley, se tordant de douleur sur le sol de l'entrepôt, puis se tourna pour faire face à Sarah. « Vous venez de sauver la vie de votre ennemi. » Sarah baissa son arme. Ses yeux rencontrèrent les siens, compliqués, conflictuels, épuisés. « Non, dit-elle tranquillement. J'ai sauvé la seule personne encore en vie qui peut me donner des réponses sur mon père. » Des agents du FBI se précipitèrent pour maîtriser Hartley, suivis de près par le personnel médical. L'entrepôt se remplit de voix, de communications radio, du chaos organisé d'une scène de crime. Mais Sarah et Declan restèrent immobiles au milieu de la tempête. Deux personnes liées par le sang, par les secrets, par les fantômes de père qu'aucun des deux n'avait vraiment connus. Le lendemain matin, Baltimore se réveilla avec des gros titres sur tous les journaux, tous les écrans de télévision, toutes les notifications de téléphone. Le sénateur Hartley arrêté. Une conspiration politico-mafieuse de 25 ans exposée. Un candidat à la présidence lié à de multiples meurtres. Le chef du syndicat O'Brien se rend au FBI. L'histoire dominait tous les cycles d'information. Un sénateur américain en exercice filmé en train d'ordonner des assassinats. Un empire du crime s'étendant sur 3 décennies. Un réseau de corruption allant des rues de Baltimore aux couloirs de Washington. Et au centre de tout cela, une fillette de 7 ans qui avait vendu son vélo pour sauver sa mère. À l'hôpital Johns Hopkins, Grace Brennan était en soins intensifs, branchée à des machines qui filtraient lentement le poison de son sang. Le médecin a dit qu'elle se rétablirait. Les dommages causés par le thallium étaient graves, mais pas irréversibles. Elle aurait besoin de mois de traitement, mais elle survivrait. Lily était assise à côté du lit de sa mère, sa petite main enroulée fermement autour des doigts pâles de Grace. Le vélo violet, abîmé et cassé après le chaos de la nuit précédente, était appuyé contre le mur dans le coin. Une ombre se projeta dans l'embrasure de la porte. Le père Michael se tenait là, incapable d'entrer. Son visage était marqué par 30 ans de regret. Ses yeux rouges d'une nuit blanche. Lily leva les yeux. « Qui êtes-vous » La voix du vieux prêtre se bloqua dans sa gorge. « Je suis quelqu'un qui aurait dû être là il y a longtemps. » Les yeux de Grace s'ouvrirent en papillonnant.
Quand elle vit le père Michael, des larmes coulèrent sur ses joues. Mon père, mon enfant. Le père Michael se précipita à son chevet, tombant à genoux. Je suis tellement désolé. Je suis désolé depuis 30 ans. Lily regarda l'échange avec confusion. Maman, qui est-ce? Grace tendit la main et prit la main usée du père Michael dans la sienne. C'est ton grand-père, Lily. Ton vrai grand-père. Dans le centre de détention fédéral de l'autre côté de la ville, Declan O'Brien était assis dans une salle d'interrogatoire. Des menottes liaient à ses poignets. Des néons bourdonnaient au-dessus de sa tête. Mais il ne ressemblait pas à un prisonnier. Il ressemblait à un homme qui avait enfin déposé un fardeau qu'il portait toute sa vie. Sarah Quinn était assise de l'autre côté de la table en métal, un dossier ouvert devant elle. Vous faites face à au moins 15 chefs d'accusation, dit-elle. Blanchiment d'argent, extorsion, agression, peut-être meurtre. Je sais. Mais parce que vous avez coopéré, fourni des preuves contre Hartley et sauvé Grace et Lily Brennan, Sarah poussa un document sur la table. Le procureur propose un accord de plaidoyer, 10 ans au lieu de la perpétuité. Declan regarda les papiers, 10 ans. Il aurait 47 ans à sa sortie. J'accepte. Sarah hocha lentement la tête. Elle rassembla les documents et se leva pour partir. Puis elle s'arrêta à la porte. Vous avez dit que vous étiez un monstre. Elle se retourna pour lui de faire face. Mais les monstres ne se sacrifient pas pour les autres. Declan ne dit rien. Lily m'a demandé quand vous seriez libéré, continua Sarah. Elle a dit qu'elle voulait vous remercier d'avoir sauvé sa mère. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans les yeux de Declan. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, et qu'elle croit toujours que vous êtes une bonne personne. Declan se tourna vers la petite fenêtre. De minces barres de lumière du soleil traversaient, peignant des lignes dorées sur le sol en béton. Peut-être, dit-il tranquillement, peut-être qu'un jour je mériterai cette croyance. 10 ans passèrent, les saisons changèrent, les gros titres s'estompèrent, le monde continua de tourner. Mais certaines histoires ne se terminent pas. Elles attendent simplement le chapitre suivant. Lily Brennan se tenait devant les portes de l'établissement correctionnel fédéral de Cumberland. Une petite pancarte manuscrite serrée dans ses mains. Bienvenue à la maison. Elle avait 17 ans maintenant, grande et mince. Ses cheveux bruns toujours tressés en 2 nattes, comme quand elle avait 7 ans. Mais ses yeux avaient changé. Ils contenaient la force tranquille de quelqu'un qui avait survécu à des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. Grace se tenait à côté de sa fille, en bonne santé et entière après une décennie de convalescence. Le poison avait laissé des cicatrices, un léger tremblement dans ses mains, une faiblesse dans ses poumons, mais elle était en vie. C'est ce qui comptait. Le père Michael était assis dans un fauteuil roulant à proximité, l'âge ayant finalement eu raison de ses jambes, mais ses yeux étaient vifs, et un sourire paisible reposait sur son visage usé. Les portes de la prison gémirent en s'ouvrant. Declan O'Brien sortit dans la lumière du matin. Ses cheveux étaient devenus argentés, de profondes rides creusaient son visage. Ses épaules, autrefois larges sous le poids du pouvoir, portaient maintenant un fardeau différent. La dignité tranquille d'un homme qui avait payé ses dettes. Mais ses yeux s'étaient complètement transformés. Le vide froid du silencieux avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Lily courut vers lui. « Oncle Declan. » Elle lui jeta les bras autour du cou, la pancarte se froissant entre eux. Declan resta figé un instant. Il avait oublié ce que c'était que d'être étreint. Puis, lentement, ses bras se levèrent pour l'envelopper. « Tu as tellement grandi, dit-il la voix rauque. 10 ans, ça fait ça. » Lily se recula en souriant. « Je t'ai écrit tous les mois. Tu les as lus? » Chaque lettre, encore et encore. Grace s'approcha lentement. La dernière fois qu'elle avait fait face à cet homme, elle était mourante, terrifiée, certaine qu'il détruirait sa famille. Maintenant, elle ne voyait que la personne qui avait sacrifié sa liberté pour sauver sa fille. « Monsieur O'Brien. » Madame Brennan et Alice se regardèrent un long moment. « Merci, dit finalement Grace. Pour tout. » Declan secoua la tête. « Je ne mérite pas de remerciements. J'ai juste fait ce qu'il fallait pour la première fois de ma vie. » Lily poussa le fauteuil roulant du père Michael plus près. « Declan, mon fils. » Le vieux prêtre tendit une main tremblante. « Mon père. » Le père Michael saisit les doigts de Declan avec une force surprenante. « J'ai prié pour toi chaque jour pendant 10 ans,
et je crois que Dieu a écouté. Alors qu'il se préparait à partir, une berline noire entra dans le parking. Une femme en sortit, tailleur impeccable, démarche assurée, des mèches argentées dans ses cheveux sombres. Sarah Quinn, toujours au FBI, mais maintenant directrice adjointe du bureau de Baltimore. Monsieur O'Brien, elle lui tendit la main. Bon retour. Declan la serra. Inspectrice. Ah, directrice adjointe Quinn. Sarah s'autorisa un petit sourire. J'ai des nouvelles pour vous. Elle plongea la main dans sa veste et en sortit une photo. Il y a 3 ans, en démantelant le réseau de Hartley, nous avons trouvé des registres de l'endroit où Sienna a été enterrée. Sarah lui tendit l'image. Elle a été déplacée au cimetière Saint-Michel. Une vraie tombe, une vraie pierre tombale. Declan baissa les yeux sur la photo. Un simple marqueur en marbre, des fleurs plantées autour et gravées dans la pierre. Sienna O'Brien, 1929 à 1997, sœur bien-aimée, pour toujours dans nos cœurs. Pour la première fois en 29 ans, Declan O'Brien pleura. Les larmes coulèrent silencieusement, ruisselantes sur son visage usé, tombant sur la photo serrée dans ses mains tremblantes. Lily se plaça à ses côtés et lui prit le bras. « On peut aller la voir, dit-elle doucement, quand tu seras prêt. » Une semaine après la libération de Declan, Grace organisa un petit dîner dans leur nouvelle maison de Federal Hill. Pas l'appartement en ruine où Lily avait autrefois vu sa mère mourir. C'était une maison coloniale de 3 chambres avec un jardin et une balançoire sur le porche, achetée avec l'argent du règlement du procès civil contre la succession de Hartley. La table de la salle à manger était bondée d'un rassemblement improbable. Grace était assise en bout de table, en bonne santé et radieuse d'une manière que Declan n'avait jamais vue auparavant. Le père Michael occupait la place d'honneur, son fauteuil roulant rapproché de la table. Doc Gallagher, qui dirigeait maintenant une clinique légitime à East Baltimore, versait du vin pour tout le monde. Sarah Quinn, toujours aussi perspicace même sans son costume du FBI, débattait de politique avec le père Michael. Et au centre de tout cela se trouvait Lily, riant de quelque chose que Doc avait dit, complètement à l'aise. Une famille étrange, liée par la tragédie, unie par l'amour. Declan les observait de sa place, ne croyant toujours pas tout à fait que c'était réel. 10 ans dans une cellule lui avaient appris à se méfier des bonnes choses. Après le dîner, Lily tira sur sa manche. « J'ai quelque chose à te montrer. » Elle le conduisit par la porte arrière, à travers le petit jardin, jusqu'à un garage indépendant. L'air du soir était frais, portant l'odeur des feuilles d'automne. « J'ai gardé ça pendant 10 ans, dit Lily, attrapant une bâche en toile drapée sur quelque chose dans le coin. En t'attendant. Elle retira la bâche. Le vélo violet. Le souffle de Declan se coupa. Il avait été complètement restauré. Nouveau cadre, nouvelle roue, nouvelle selle. Le chrome brillait sous la lumière du garage. Mais l'autocollant en forme d'étoile restait soigneusement préservé, apposé à sa position d'origine sur le panier. « Tu l'as réparé? » « Pas moi. » Lily sourit. Doc a retrouvé le propriétaire de l'atelier de réparation d'origine, Monsieur Cotter. Il l'a réparé gratuitement quand il a entendu l'histoire. Declan tendit la main et toucha l'autocollant en forme d'étoile. Sa main tremblait. « Pourquoi l'as-tu gardé? » « Parce que c'est là que tout a commencé. » Lily se tenait à côté de lui, son épaule frôlant son bras. « Le jour où j'ai vendu ce vélo, je pensais que je donnais la chose la plus précieuse que j'avais. » Elle se tourna pour lui faire face. « Mais en fait, je trouvais quelque chose de plus précieux. »« Quoi? » ?»« Une famille. » Lily prit sa main, ses doigts chauds et stables, si différents de la petite prise froide dont il se souvenait de ce matin brumeux aux Antiquités Chênes. « Tu as comblé le vide laissé par mon père. Le père Michael est devenu mon grand-père. Doc est devenu notre médecin de famille. Même l'agent Quinn. » Elle rit doucement. Elle est comme la tante stricte dont chaque famille a besoin. Declan ne pouvait pas parler. Sa gorge s'était complètement nouée. « Oncle Declan, tu pleures? » « Non. » Il s'essuya les yeux brutalement. « C'est juste la poussière. » Lily rit et le serra dans ses bras. La porte du garage grinça en s'ouvrant. Grace se tenait en silhouette contre la lumière du soir, tenant une enveloppe. « Declan, il y a quelque chose que j'ai gardé pendant 10 ans, attendant le jour de ta sortie. » Il relâcha Lily et se tourna pour faire face à Grace. « Qu'est-ce que c'est? »
Grace s'avança et plaça l'enveloppe dans ses mains. Kevin a écrit ça avant de mourir. Il m'a dit de le donner à la personne qui nous sauverait si ce jour arrivait. Declan fixa l'enveloppe. Son nom était écrit sur le devant d'une écriture qu'il n'avait jamais vue. Il l'ouvrit lentement et déplia la lettre à l'intérieur. À celui qui recevra cette lettre. Si vous lisez ceci, je suis mort et vous avez sauvé ma femme et ma fille. Merci. Je pense savoir qui vous pourriez être. J'ai passé 2 ans à faire des recherches sur Declan O'Brien. Je sais pour Sienna. Je sais qu'il cherche la vérité depuis des décennies. Si Declan lit ceci, je suis désolé de ne pas avoir pu vous le dire plus tôt. J'ai tout découvert sur votre père, sur Hartley, sur la nuit où Sienna est morte. Les preuves cachées dans le vélo n'étaient pas seulement destinées à faire tomber Hartley. Elles étaient destinées à vous libérer de votre passé. Sienna n'est pas morte pour rien. Elle est morte parce qu'elle connaissait la vérité et a refusé de se taire. Elle était courageuse, tout comme ma fille. S'il vous plaît, prenez soin de Lily. Elle mérite un père. Kevin Brennan. Le cimetière Saint-Michel se trouvait sur une douce colline surplombant la baie de Chesapeake. La brise marine portait l'odeur du sel et les cris lointains des mouettes. Des chênes centenaires bordaient les allées, leurs feuilles virant alors et au cramoisi sous la lumière d'automne. C'était un endroit paisible, un endroit où les morts pouvaient reposer sans être dérangés par le chaos du monde des vivants. Declan marchait seul parmi les pierres tombales, une seule fleur violette serrée dans sa main usée. Violet, la couleur préférée de Sienna, il trouva sa tombe près du bord et du cimetière, là où le soleil du matin la toucherait en premier. La pierre tombale en marbre était simple mais élégante. Sarah s'en était assurée. Sienna O'Brien, 1989 à 1997, sœur bien-aimée, pour toujours dans nos cœurs. Declan se tint devant, incapable de parler. 29 ans, 29 ans de recherche, de chasse, de meurtre. 29 ans de rage, de chagrin et de culpabilité. Et maintenant, enfin, il était là. 29 ans, dit-il enfin, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. 29 ans que je te cherche et seulement maintenant, je peux te dire au revoir. Il s'agenouilla lentement, ses genoux s'enfonçant dans la terre molle. Il plaça la fleur violette contre la pierre tombale, ses doigts s'attardant sur le marbre froid. Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver ce jour-là. Je suis désolé d'avoir passé toute ma vie consumée par la haine, tuant des gens que je pensais responsables. Sa voix se brisa. Je suis désolé de ne pas avoir su la vérité plus tôt. Le vent agita les branches au-dessus. Quelque part, un oiseau chanta. Mais j'ai trouvé un moyen de réparer les choses, pas par le sang, mais en sauvant un autre enfant, une petite fille comme tu l'étais. Des pas s'approchèrent par derrière. Lily vint se tenir à côté de lui, sa présence chaleureuse et stable. « Je peux rester ici avec toi? » Declan hocha la tête. Elle s'assit sur l'herbe à côté de lui, ses yeux fixés sur la pierre tombale. « Mademoiselle Sienna. » Lily parla à la tombe comme si elle s'adressait à une personne vivante. « Je suis Lily. Je ne vous ai jamais connue, mais je sais que l'oncle Declan vous aimait beaucoup. » Declan se tourna pour la regarder, surpris. « Vous savez quoi? » continua Lily. « Il nous a sauvés, ma mère et moi. Il a renoncé à sa liberté pour que je puisse vivre. » Sa voix était claire et forte, portant à travers le cimetière silencieux. « Alors je veux que vous sachiez que c'est une bonne personne, même s'il ne le croit pas. Mais moi, je le crois, et je le lui rappellerai chaque jour. » Des larmes coulaient sur le visage de Declan. Il n'essayait plus de les cacher. « Lily, oncle Declan, tu veux entendre la chanson que mon père me chantait? » Sans attendre de réponse, elle commença. Ronde autour du rosier, une poche pleine de bouquets. Sa voix s'éleva, pure et douce dans l'air d'automne dérivant sur les pierres tombales, flottant vers la baie lointaine. Et à cet instant, Declan pouvait presque entendre une autre voix, la voix d'une petite fille de 8 ans, chantant pour toujours avec elle. Quand la chanson se termina, ils restèrent assis dans un silence confortable. Puis Lily plongea la main dans sa poche et en sortit quelque chose de petit. « J'ai trouvé ça dans les vieilles affaires de mon père. » Elle le lui tendit. Maman a dit qu'il le gardait toujours, mais personne ne savait d'où ça venait. Un bracelet d'enfant, en argent terni, vieux et usé. Mais gravé sur la face métallique se trouvait une étoile à 5 branches, identique à l'autocollante du vélo violet. Le cœur de Declan s'arrêta. C'était celui de Sienna. Sa voix tremblait.
Je l'ai gravé pour elle quand nous avions 7 ans. Pourquoi mon père l'avait-il? Declan fixa le bracelet, puis la tombe de Sienna, puis Lily, et il comprit. Kevin Brennan avait trouvé ce bracelet pendant son enquête. Il l'avait gardé, une promesse silencieuse que la vérité serait un jour révélée, que Sienna serait vengée. Ton père, dit lentement Declan, retournant le bracelet dans sa paume. Ton père était un homme bon, un très bon homme. Il pressa le bracelet contre sa poitrine, sentant le métal froid se réchauffer contre son cœur. 1 an après la sortie de prison de Declan, Baltimore brillait sous le soleil du matin, le port scintillant comme des diamants éparpillés. L'air sentait la possibilité, les nouveaux départs et les secondes chances. Declan se tenait devant un bâtiment fraîchement rénové à Fells Point, le même bâtiment où, 11 ans plus tôt, une petite fille était entrée pour vendre son vélo violet. Le même bâtiment où Marcus Chen avait attendu 29 ans pour payer ses dettes. Mais maintenant, une nouvelle enseigne était suspendue au-dessus de la porte. Le Centre pour la jeunesse, la place de Sienna. C'était l'héritage de Declan. Pas le syndicat, pas la violence, pas l'empire bâti sur le sang. Il avait utilisé chaque dollar qui lui restait après les saisies du gouvernement pour créer cela. Un centre pour adolescents en difficulté, avec formation professionnelle, conseil, hébergement temporaire. Un endroit où les enfants brisés pouvaient trouver de l'espoir. Oncle Declan, la cérémonie va commencer. Lily courut vers lui, maintenant âgée de 18 ans, les cheveux coupés courts, portant un t-shirt de bénévole avec le logo du centre. Elle était devenue une jeune femme remarquable, forte, compatissante, portant le courage de son père et la grâce de sa mère. Je sais, Declan sourit. À l'intérieur, le hall principal bourdonnait d'activité. Grace arrangeait les chaises pour les invités. Le père Michael, toujours dans son fauteuil roulant, discutait chaleureusement avec le premier groupe d'adolescents à entrer dans le programme. Doc Gallagher inspectait la salle médicale où il serait bénévole chaque week-end. Sarah Quinn, toujours directrice adjointe du FBI, mais ici aujourd'hui en tant que membre de la famille, plaçait des fleurs sur le bureau de la réception. La famille est la plus étrange de Baltimore, liée non par le sang, mais par quelque chose de plus fort, par la survie, par le sacrifice, par l'amour. Quand la cérémonie commença, Declan fut invité à parler. Il s'approcha lentement du micro, regardant la foule. Des fonctionnaires de la ville, des journalistes, des bénévoles et les jeunes de la rue qui avaient été invités à voir ce que cet endroit pouvait leur offrir. « Je ne suis pas doué pour les discours, commença-t-il, la voix rauque. La plupart de ma vie, je suis resté silencieux. Les gens m'appelaient le silencieux. Mais aujourd'hui, je veux parler. » Il trouva Lily au premier rang, ses yeux brillants. Il y a 11 ans, une fillette de 7 ans est entrée dans un prêteur sur gage pour vendre son vélo. Ce vélo était le seul cadeau que son père lui avait laissé, mais elle l'a vendu parce que sa mère avait besoin de médicaments. Il fit une pause, laissant les mots s'installer. Ce jour-là, je lui ai demandé « Pourquoi donnerais-tu ta chose la plus précieuse ?» Et elle a répondu « Parce qu'aider les autres est plus important que de garder des choses pour soi. » Le silence emplit la pièce. Tous les yeux se tournèrent vers Lily. J'ai vécu 37 ans sans comprendre ça. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses, des choses terribles, et j'en porterai les conséquences pour le reste de ma vie. La voix de Declan se stabilisa. Mais cette petite fille m'a appris quelque chose. Il regarda directement dans les yeux de Lily. Chaque jour, nous pouvons choisir à nouveau, choisir de faire ce qui est juste, choisir d'aider les autres, choisir de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Il désigna l'enseigne au-dessus de l'entrée. La place de Sienna a été construite pour me rappeler, et rappeler à tout le monde cette vérité, pour honorer ma sœur qui est morte parce qu'elle a refusé de se taire, pour honorer la petite fille qui a vendu son vélo pour sauver sa mère, pour honorer tous les enfants qui méritent une seconde chance. Il termina avec les mots que Lily lui avait dit dans une planque poussiéreuse 11 ans auparavant. Chaque jour, nous pouvons choisir à nouveau. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient et que les adolescents exploraient leur nouveau sanctuaire, Lily s'approcha de Declan avec une petite boîte emballée. « Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. » Declan déballa le cadeau avec soin. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée. Lily et Declan debout à côté du vélo violet restauré, prise le jour de son 17e anniversaire. Sous la photo, de l'écriture de Lily,
À l'oncle Declan, l'homme qui a acheté un vélo et a sauvé mon monde entier. Je t'aime. Lily, Declan ne pouvait pas parler. Il la serra dans ses bras, cette fille qui était entrée dans ses ténèbres et l'avait ramenée à la lumière. Cet enfant qui lui avait appris que la rédemption ne venait pas de la vengeance, mais de l'amour. Dehors, le soleil de Baltimore brillait, doré et chaud. Et quelque part, dans la douce brise qui agitait les feuilles d'automne, Declan crut d'entendre le rire de Sienna, pour toujours âgé de 8 ans, murmurant « Tu as bien fait, mon frère, tu as bien fait. » L'histoire de Lily et Declan nous enseigne de profondes leçons sur l'esprit humain. Elle nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir ou la vengeance. Elle réside dans le courage d'aimer, de pardonner et de choisir le bien, même lorsque l'obscurité nous entoure. Une fillette de 7 ans, avec rien d'autre qu'un vélo violet, a changé le cœur d'un homme qui avait oublié comment ressentir. Elle lui a appris, et à nous aussi, que chaque jour nous avons le pouvoir de recommencer. Peu importe les erreurs que nous avons commises, peu importe la profondeur de notre chute. Chaque lever de soleil apporte un nouveau choix. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos histoires inspirantes quotidiennes. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Nous aimerions savoir qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire. Vous rappelle-t-elle quelqu'un dans votre propre vie? Avez-vous déjà vécu un moment où un petit acte de gentillesse a tout changé? S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux, et vos histoires qui viennent du cœur nous inspirent à créer plus de contenu pertinent. Merci de faire partie de notre communauté. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix dans votre vie quotidienne. Que chaque jour vous apporte des occasions de choisir la gentillesse, de choisir l'amour, de choisir la meilleure version de vous-même. Au revoir pour l'instant, et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et les uns des autres.